Le premier salon des médias maliens ouvre ses portes au grand public pour 3 jours. Un tremplin pour les participants et les visiteurs d'échanger notamment sur la thématique principale, à savoir le rôle des médias dans la refondation et la stabilisation du Mali. Des débats télévisés et radiophoniques seront également diffusés en direct au cours du salon. À suivre également la chronique Un jour, une formule qui s'intéresse à l'angoisse qui règne en cette période d'examen. Car qu'ils soient autorités scolaires, parents d'élèves ou apprenants, chacun veut que les épreuves se déroulent dans les bonnes conditions et surtout sans fraude. Il est 13h, ravi de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la transition a reçu hier successivement l'ambassadeur du Mali en Afrique du Sud et l'ambassadeur du Mali au Japon. Les deux sont venus prendre les conseils et orientations du chef de l'État pour la consolidation et la coopération entre le Mali et ces deux pays. Plus de détails avec Khadija Toukouni. Les ambassadeurs s'apprêtent à rejoindre leurs juridictions respectives en Afrique du Sud et au Japon. Avant leur prise de fonction, ils sont reçus par le président de la transition, chef de la politique extérieure du Mali. Colonel Assimi Goïta a d'abord échangé avec Bakary Coulibaly, attendu au pays de Nelson Mandela pour consolider les relations entre Pretoria et Bamako. Je viens d'être nommé ambassadeur du Mali auprès de la République d'Afrique du Sud avec juridiction sur 10 autres pays. C'était également pour passer en revue la coopération entre le Mali et ces pays, recueillir les orientations de son Excellence Monsieur le Président de la Transition quant au bon déroulement de ma mission qui va consister à renforcer les relations entre le Mali et ces 11 pays. Nina Wallet Intalou représentera le Mali au Japon. Ancienne ministre du Tourisme, elle promet de poursuivre et de renforcer les jalons déjà posés dans le cadre de la coopération Mali-Japon. Le président m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin dans le cadre de la mission qu'il m'a confiée pour représenter mon pays en tant qu'ambassadeur au niveau du Japon, résidence Tokyo, dans 4 juridictions, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Ces conseils sont très intéressants, et du côté du développement, du côté sécuritaire aussi, surtout le renforcement de la coopération entre nous et ces pays-là. Les deux diplomates disent avoir pris bonne note des conseils et orientations du chef de l'État. Colonel Assimi Goïta leur a adressé ses chaleureuses félicitations pour leur désignation et leur a assuré son soutien dans l'accomplissement et la réussite de leur mission. Partons à New York, précisément au siège des Nations Unies, une année supplémentaire pour le MINUSMA, mais avec des réserves du côté du Mali quant à l'application de certaines mesures. En tout cas, le message du Mali est sans équivoque. Désormais, tout doit se faire dans l'intérêt du peuple, pas le contraire. La résolution qui renouvelle ce mandat n'a pas eu l'unanimité. Parmi les 15 membres du Conseil de sécurité, 2 se sont abstenus. De New York, Aïssata Ibrahim Maïga. La réunion 9084 du Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution renouvelant le mandat de la MINUSMA pour une année supplémentaire. 13 voix pour, 2 abstentions, dont la Russie et la Chine, qui ont dénoncé l'instrumentalisation de la mission onusienne par certaines puissances à des fins politiques. Plus étonnant, ajoute la représentante russe, la MINUSMA peine à assurer son mandat alors que le Mali fait face à une guerre contre le terrorisme. Et la Chine d'ajouter que cette résolution ne reflète point la réalité sur le terrain. Nous sommes tout à fait convaincus que le fait qu'il y ait dans la résolution des formulations intrusives concernant l'exercice par la mission de son mandat dans le domaine des droits humains ne permettra pas la mise en œuvre par les Maliens de leurs droits souverains à enquêter sur les incidents qui ont eu lieu, ce à quoi ils sont profondément attachés. Nous sommes préoccupés par le fait que cela peut être utilisé par ceux qui veulent diffamer les activités du gouvernement de transition et que cela ne lui permettra pas de mener une politique étrangère indépendante. En s'acquittant de son mandat, la MINUSMA devrait communiquer et coopérer étroitement avec le gouvernement malien et écouter
très clairement son point de vue. La résolution donne trop d'importance aux questions de droits humains et met trop l'accent sur le mandat de la mission liée aux droits humains. Par conséquent, elle ne correspond pas à la réalité sur le terrain et elle ne reflète pas entièrement l'appropriation de la situation par le gouvernement malien, raison pour laquelle nous nous sommes abstenus. Le Gabon, l'un des 3 représentants africains au Conseil de sécurité, vote oui pour permettre à la MINUSMA de travailler dans les meilleures conditions, mais avec des réserves quant à d'autres aspects de la mission. Sa représentante dit regretter le rejet de la requête des A3, Gabon, Ghana, Kenya, en faveur d'un engagement fort pour la protection des civils et la lutte contre le changement climatique. Nous pensons que ce mandat ne répond pas aux principales aspirations du peuple malien. Le Mali est à une phase charnière de son histoire et doit faire face à des défis sécuritaires majeurs en luttant simultanément contre l'assaut des groupes armés et les violentes attaques récurrentes des terroristes. Nous sommes persuadés qu'à ce stade, les populations maliennes ont bien plus besoin d'un soutien conséquent de la communauté internationale plutôt que d'une valse d'invectives et d'injonctions qui contribuent à aggraver la situation sur le terrain. En réponse, l'ambassadeur représentant permanent du Mali à l'ONU a, au nom du gouvernement, déclaré regretter que certaines de ces réserves aient été ignorées et informe les membres du Conseil de sécurité que malgré son adoption, le Mali n'entend pas exécuter certaines dispositions du nouveau mandat de la MINUSMA. J'ai été amené à prononcer un discours devant le Conseil de sécurité hier pour exprimer les réserves fortes du gouvernement pour la mise en œuvre de ces dispositions concernant les droits de l'homme, notamment la liberté de mouvement et d'enquête accordée à la MINUSMA. J'ai clairement exprimé que le Mali n'entend pas observer ces dispositions dans le cadre du mandat qui vient d'être accordé à la MINUSMA. Le vote abstention de 2 membres permanents du Conseil de sécurité, les déclarations de soutien que nous avons entendues pendant les explications de vote confortent la diplomatie malienne, est à mettre justement à l'actif de la diplomatie malienne, des autorités maliennes et l'ensemble du peuple malien. Je pense que nous sommes sur la bonne voie de libérer progressivement notre pays, de ramener la sécurité dans notre pays. Et je dois également ajouter qu'au même moment où le Conseil de sécurité adoptait cette résolution qui renouvelle le mandat de la MINUSMA, l'Assemblée générale également a adopté le budget de la MINUSMA pour plus d'1,3 milliard de dollars pour l'année 2022-2023. J'espère vivement que la MINUSMA travaillera sur le terrain avec le gouvernement du Mali pour la réalisation de ce mandat, pour que la paix revienne au Mali, pour que la sécurité revienne au Mali. L'ambassadeur Komfourou a rappelé encore une fois que les populations maliennes attendent de la MINUSMA qu'elle contribue à la recherche de solutions durables aux défis du Mali, mais pas qu'elle devienne un problème, encore moins que les droits de l'homme soient utilisés à des fins politiques cachées. Retour à Bamako, 2 projets de loi étaient soumis hier aux membres du Conseil national de transition pour adoption. Il s'agit du projet de loi fixant le régime de la promotion et de la protection du patrimoine culturel national et celui portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et des formés en langue arabe. Les 2 projets de loi ont été adoptés, nous dit Mohamed Kayantao. Le premier projet de loi examiné par les membres du CNT est celui fixant le régime de la promotion et de la protection du patrimoine culturel national. Ce projet de loi a été défendu par le ministre en charge de la culture. Même s'il a été amendé et adopté à l'unanimité par les membres du CNT présents, il a néanmoins suscité des interrogations, des questions relatives aux dispositions coercitives quant à la violation du patrimoine culturel, à la restitution de certaines œuvres culturelles et à la protection du Nyanankoulou de Koulikoro. Le Nyanankoulou, faut-il le rappeler, est inscrit à l'inventaire depuis 2001. Et également, le ministère chargé de la culture mène beaucoup d'activités pouvant susciter l'intérêt de la population pour ces sites importants, à travers des activités touristiques, en donnant beaucoup d'informations sur l'histoire de ces sites, sur sa valeur culturelle
et scientifiques. S'agissant de la restitution des biens culturels se trouvant à l'étranger, une lettre a été adressée au gouvernement français à travers le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale. Pour l'instant, aucune réaction. Cependant, des discussions sont en cours car le directeur général du musée national est depuis bientôt 2 mois maintenant en France pour une résidence culturelle. Cette résidence culturelle a pour but essentiel de recenser, d'identifier et de préparer le retour éventuel de ces biens dans leur pays d'origine. Tous les grands pays du monde se sont développés sur leur patrimoine. Les pays émergents dont nous parlons tant se sont développés sur leur patrimoine. Quand on parle de patrimoine, on parle de culture. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tenu à voter cette loi. Le deuxième projet de loi au centre des débats est celui portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. Il a été également défendu par le ministre Andogoly Guindo en lieu et place de son collègue de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le dit projet de loi a été adopté par 98 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Aux diplômés formés en langue arabe, il faut reconnaître qu'ils ont un nombre considérable et qui s'élève à plus de 111 000 formés et dont le système est déjà pris en charge par notre système scolaire à travers les médersa, les écoles coraniques et dont les élèves représentent 7% du taux des élèves de notre système scolaire. Donc pour nous, prendre cela en charge pouvait beaucoup contribuer non seulement à l'employabilité et aussi notre pays fait face aujourd'hui à une guerre de terrorisme dont généralement les diplômés formés en langue arabe sont souvent des cibles donc pour ces gens-là. Tout en adoptant ces 2 projets de loi, les membres du CNT ont formulé des recommandations à l'endroit du gouvernement. Pour ce qui concerne les projets de loi fixant le régime de la promotion et de la protection du patrimoine culturel, il a été recommandé principalement l'augmentation du budget du ministère de la Culture à 1%. Présentement, il est de 0,67%. Quant au projet de loi portant création de la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe, les membres du CNT ont prôné la mise en place des mécanismes facilitant l'insertion socio-économique et professionnelle des arabisants. Les médias, particulièrement maliens, ont désormais leur salon. Le top départ de la première édition a été donné hier par le ministre en charge de la communication au Palais de la Culture, Amadou Ampateba. Durant 3 jours, les participants et les visiteurs prendront part à des débats, notamment sur la thématique principale, le rôle des médias dans la refondation et la stabilisation du Mali. Des expositions sont prévues ainsi que des débats télévisés et radiophoniques en direct. Yaya Aloun Traoré et Abdul Salam Bambara ont suivi la cérémonie de lancement. Mieux vaut tard que jamais, le dicton si bien à la situation des médias maliens qui, contrairement aux autres corporations, n'avaient pas jusque-là leur salon. Désormais, c'est chose faite. La première édition du Salon des médias vient d'être lancée sous le thème « Le rôle des médias dans la refondation et la stabilisation du Mali ». Le Salon des médias se veut un espace de rencontre, d'échange et de promotion des médias du Mali. Les amener à s'impliquer davantage dans les initiatives de construction citoyenne, d'où les thèmes de cette première édition et d'autres thèmes en rapport avec les médias vont être discutés par des panélistes durant les 3 jours. 50 stands sont érigés au Palais de la Culture sur les berges du fleuve Niger. Des radios de la place aux stations de télévision en passant par la presse digitale, tous ces médias prennent part à l'événement de 3 jours qui se veut un espace de sensibilisation. Vous êtes la première puissance aujourd'hui, le numérique aidant. Vous avez le monde entre vos mains. Vous faites et défaites les hommes d'État. Et vous avez un puissant arme entre vos mains. Une puissante arme qui va permettre aujourd'hui de construire ou de détruire. Et je souhaite aujourd'hui que vous fassiez bon usage de ces médias entre vos mains. Je m'adresse bien entendu aux hommes de médias
qui aujourd'hui ont un rôle positif à jouer dans le développement de ce pays. Des plateaux de débat ainsi que des panels, notamment sur la déontologie, droits et devoirs des journalistes, traitement de l'information en période de crise seront tenus. Des sujets évocateurs qui, d'après le ministre de la Communication, situent toute la responsabilité et le devoir des médias. Votre rôle, le statut social et politique que vous jouez dans ce pays sont d'une importance capitale pour la survie de notre pays dans cette circonstance de crise que nous traversons. Je ne peux que vous appeler à plus d'écoute. Je ne peux vous appeler qu'à plus de réserve pour ce qui concerne les intérêts nationaux. Et à travers cette profession si noble, vous avez la capacité de sensibiliser, mais également de modifier les opinions, de les former, de les diriger. Ce que nous attendons de vous, c'est de vous tourner davantage vers la défense des intérêts exclusifs de votre pays. Le salon des médias, c'est aussi un espace de divertissement, avec l'enregistrement des émissions telles que Weekend Plus de ORTM2. Du fitness, l'occasion est également offerte aux visiteurs de le pratiquer durant la rencontre. Sur un tout autre plan, le gouvernement et l'Union européenne s'engagent davantage à protéger les droits des personnes privées de liberté. Le programme d'appui à la justice du Mali, phase 2, financé à environ 80 millions de francs CFA par l'Union européenne, a offert à Bolé Femmes des kits d'hygiène et aux maisons d'arrêt du Mali. Le ministre Kassogwe a saisi l'opportunité pour visiter la boulangerie pénitentiaire financée par le même programme. Adama Djimde pour le reportage. Des kits d'hygiène pour l'ensemble des maisons d'arrêt et de correction de notre pays. Ce don entre dans le cadre du programme d'appui à la justice du Mali PAJM phase 2, financé à près de 80 millions de francs CFA par l'Union européenne. Cette seconde phase, consacrée à l'administration pénitentiaire, vise à améliorer les conditions de détention et à renforcer les capacités opérationnelles des prisons. La remise des kits d'hygiène aux détenus cadre parfaitement avec la vision de l'administration pénitentiaire et d'éducation surveillée qui est et demeure de répondre aux sollicitations essentielles des personnes privées de liberté. Ces kits contribueront sans doute à offrir un meilleur cadre de vie, toutes choses qui participent de l'amélioration des conditions de détention, renforçant du coup l'état de droit dans notre pays. Je voudrais requérir l'attention sur la requête que nous avons adressée aux responsables du pôle justice, département, gouvernance. Cette requête est relative à l'acquisition d'un bus sécurisé pour le transport des détenus, des chambres froides pour la conservation des produits alimentaires et sanitaires et bien d'autres. En accompagnant le département de la justice, la délégation de l'Union européenne s'emploie à la défense des droits des personnes privées de liberté. On voit tous ici les kits d'hygiène qui seront remis aux personnes détenues afin d'assurer une bonne hygiène corporelle, dans l'objectif de préserver leur dignité humaine pour lutter contre insalubrité et désocialisation. Comment ne pas saluer la constance et l'efficacité de l'appui de l'Union européenne à mon département après les brillants résultats obtenus par le projet PAJM 1 qui a changé le visage de la justice avec une enveloppe de 12 millions d'euros et le bilan à mi-parcours largement positif du projet PAJM 2. Sur place, le ministre a visité la boulangerie pénitentiaire et le jardin agroécologique, initié toujours par le PAJM. Place maintenant la chronique « Un jour, une formule ». En cette période d'examen, les angoisses sont dans toutes les têtes, celles des autorités scolaires, des parents d'élèves et des apprenants. C'est aussi le moment de toutes les craintes pour des épreuves sans faute pour tous. Une préoccupation commune qui semble contrariée à travers des fraudes éhontées. La fraude en période d'examen, voilà qui s'invite dans la chronique « Un jour, une formule » de Sori Ibrahima Keïta. Angoisse en période d'examen. Le monde scolaire fait face à la phobie des F, vieille comme le monde. FFF, 3F, fuite fraude, faux sujet. Comme ses qualités défauts jumelles, la fraude est loin d'être une pratique nouvelle. Mais y trouver une source de fierté, ça,
c'est nouveau. C'est même devenu une fierté pour les élèves. Quand on a fait un plan, les résultats que nous avons eu à obtenir à travers les fraudes, la plupart sont des résultats biaisés, qui ne reflètent pas le niveau réel de l'apprenant. Par tricherie, il a réussi à son examen. Par tricherie, il va avoir son diplôme. Par tricherie, il peut passer à un concours. Par tricherie, il va occuper des hautes fonctions de l'administration. On aura ce qu'on appelle une administration au rabais. La fraude, d'où elle vient? La fuite des sujets, d'où elle vient? Les faux sujets viennent d'où? L'enseignant peut intervenir, l'élève lui-même, et aussi les parents d'élèves. C'est le problème d'hommes. Tant que nous n'avons pas des hommes intègres, qui savent que le sujet qui a été donné ne doit être ouvert qu'à l'heure précise, au jour précis, et que pour rien au monde, vous ne devrez ouvrir cette enveloppe-là, il y a problème. De là à conclure qu'on assiste à une inversion de l'échelle des valeurs sociétales et scolaires, il n'y a qu'un pas allègrement franchi. L'école n'est que le reflet de la société, au fait. Les gens avaient honte sous le régime de Modibo Keïta. Les gens avaient peur sous le régime de Moussa Traoré. Aujourd'hui, les gens n'ont ni honte ni peur. C'est un problème de société. Très inquiétant pour la société. Et tout le monde est nommé. Certains même pensent qu'ils sont au-dessus de leur directeur, si bien que le produit que nous voudrons avoir, qui est le produit de la probité, le produit de la sincérité, de l'honnêteté, souvent nous passe à côté pour des problèmes peut-être géopolitiques. Il y a une lueur d'espoir. Ce n'est pas irréversible. On peut combattre, on est en train de combattre ces fléaux. Déjà l'année dernière, ceux qui ont pensé avoir fraudé, c'était à Kolokani, hein? À partir des réseaux sociaux, Madame le ministre a remonté pour capturer celui qui est le premier à faire photocopier par son téléphone. Donc les sujets, les envoyer. Ces 2 dernières années, il y a tout un mécanisme qui a été mis en place. Donc si cette année nous mettons ce mécanisme en marche à travers les réseaux sociaux, le premier qui le fait est tout de suite identifié et je crois qu'on peut éradiquer le phénomène. Encore une fois, l'équation nous renvoie à cette énigme. Entre la poule société et l'œuf école, lequel fera l'autre à son image? Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne, Inch'Allah.